Matière à penser, Antoine Garapon. Matière à penser, 4e épisode de cette série consacrée aux droits de l'homme 70 ans après la Déclaration universelle avec Justine Lacroix. Les droits de l'homme sont menacés par ceux qui les violent ou ceux qui ne les ont jamais acceptés, mais plus curieusement, ils sont également contestés dans leurs projets même, non pas seulement par des conservateurs partisans d'un retour à l'ordre hiérarchique ancien, mais également par nombre d'intellectuels classés à gauche, comme récemment encore par Jean-Claude Michéa dans son dernier ouvrage intitulé « Le loup dans la bergerie », d'où la nécessité de faire le point sur un débat en réalité très ancien et que nous ferons ce soir en compagnie de Justine Lacroix, qui est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et qui a signé avec Jean-Yves Pranchère un ouvrage intitulé « Le procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique ». Bonsoir Justine Lacroix. Bonsoir Antoine Garapon. Alors, les droits de l'homme, le loup dans la bergerie, c'est ce qui viendrait troubler l'harmonie démocratique ? Alors non, je suis en désaccord assez frontal avec ce titre. En fait, je crois que quand Jean-Claude Michéa utilise l'expression « les droits de l'homme, le loup dans la bergerie », c'est la bergerie socialiste. Oui. C'est l'idée qu'au fond, les droits de l'homme seraient le cheval de Troie d'un néolibéralisme débridé. Alors, il me semble que c'est un contresens historique. C'est un contresens historique d'abord dès 1789. Dans la déclaration de 1789, on trouve quand même une équation très forte entre le principe de liberté et le principe d'égalité. Je rappelle simplement aux sceptiques la deuxième partie du premier article de la déclaration. Tout le monde connaît la première phrase, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je rappelle la deuxième partie de l'article. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Si c'est pas une forme d'appel à une certaine forme d'égalité. Il y a eu aussi toute une tradition socialiste, pensons à Jean Jaurès, qui a intégré les droits de l'homme, qui a estimé que la promesse bourgeoise des droits de l'homme allait donner lieu à une forme de revendication d'égalité. Donc ça me paraît un contresens historique. Mais si je prête ma voix à Jean-Claude Michéa, je dirais qu'il constate, et ça on peut pas lui donner tort, il constate une progression concomitante du marché et du droit. Et d'ailleurs, l'Europe en est un exemple, mais au-delà de l'Europe, dans le néolibéralisme, c'est-à-dire dans cette extension du marché à toutes les relations humaines, le droit n'est pas absent. Donc il y a ce qui est troublant, c'est les compagnons du droit dans la modernité ou dans la modernité tardive de la démocratie. Oui, mais alors là je crois qu'il faut bien distinguer les choses parce qu'effectivement on a vu se diffuser cette idée. Il n'y a pas que Jean-Claude Michéa qui l'avance, selon laquelle au fond les droits de l'homme seraient indissociables du néolibéralisme. Alors c'est vrai que la mouvance néolibérale est évidemment extrêmement diverse, a pu mobiliser le droit pour établir l'ordre du marché. Mais est-ce que ce sont vraiment les droits de l'homme entendus dans leur dimension d'égale liberté? Là, j'en suis beaucoup moins sûre. En réalité, si on regarde aussi bien les principaux penseurs du néolibéralisme comme Frédéric Hayek se méfiait des déclarations des droits. Ce qu'il voulait, c'était avant tout des règles de juste conduite, c'est-à-dire des normes qui permettent d'assurer l'efficience du marché. C'est pas du tout la même chose que la logique des droits de l'homme. Et d'un point de vue historique, les régimes néolibéraux n'ont pas souvent été les plus respectueux des droits de l'homme. Quand on regarde par exemple le cas du Brésil aujourd'hui, ce qui est quand même très intéressant, c'est que Bolsonaro s'associe avec une dérégulation totale du marché. Donc il y a une alliance à l'inverse d'un très grand sécuritarisme d'une part
et d'un très grand libéralisme. C'est ça le paradoxe actuel. C'est le paradoxe actuel. C'est pour ça que moi je n'adhère pas du tout à cette thèse selon laquelle au fond on aurait si vous voulez, le libéralisme sociétal, ou la mouvance libertaire, comme on dit, irait de pair avec un capitalisme dérégulé. Historiquement, c'est pas vrai. Quelles ont été les premières expériences dites néolibérales? C'est Ronald Reagan d'un côté, Margaret Thatcher de l'autre. Exaltation, patriotisme, conservatisme, méfiance vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis des droits individuels tels que par exemple le droit à l'avortement. Moi, je vois pas grand-chose là-dedans qui ressemble à une mouvance libertaire. Et l'exemple que vous venez de prendre est tout à fait frappant. On a eu Václav Klaus aussi en Tchéquie auparavant, qui correspondait aussi, au fond, à cette alliance qui me paraît plus que conjoncturelle entre, au fond, une forme de conservatisme d'un côté et un néolibéralisme de l'autre. Est-ce qu'il faudrait pas prendre le problème dans l'autre sens, Justine Lacroix, et dire ce qu'ils ont en commun, c'est d'être contre la politique, contre une certaine manière de voir, de considérer la politique comme la construction d'un ordre juste, dans lequel la citoyenneté, l'égalité est supérieure par certains côtés aux droits individuels, aux droits créances. Ils ont en commun, c'est peut-être une autre façon de le formuler, une commune défiance vis-à-vis de la démocratie. Le néolibéralisme, historiquement, c'est quoi? Enfin, disons chez un certain nombre de des penseurs néolibéraux, et encore la mouvance est très diverse, et ici je renvoie aux travaux de Serge Audier qui a très bien montré tout ça. Enfin, il y a quand même une méfiance forte vis-à-vis de la démocratie. Le marché est quelque chose de trop sérieux pour être abandonné aux seules forces de la souveraineté du peuple. Et je dirais inversement, le conservatisme aussi se méfie d'une démocratie illimitée. Pour les deux, il s'agit de limiter fortement la démocratie et de refuser le principe d'égalité des droits. Vous savez, on trouvait déjà ça chez Burke, la combinaison du libre marché et d'un conservatisme en matière sociale et politique. Alors, chez Burke, il y avait aussi une dénonciation du caractère abstrait du droit. Et il disait, moi, je connais des Français, des Irlandais, des Anglais, mais je ne connais pas des droits de l'homme, parce que l'homme, c'est nécessairement un Irlandais, un Saxon ou un Français. Oui, il opposait, enfin, là c'est Joseph de Maistre qui, admirant Burke, dira effectivement qu'il n'a jamais rencontré un Français. Il opposait en fait c'est une phrase de Joseph de Maistre, qui disait qu'il n'avait jamais rencontré d'homme dans son existence, mais Burke effectivement opposait, là vous avez raison, les droits de l'homme abstrait aux real rights of men, les droits de l'anglais constitué. Mais Frédéric Hayek, peut-être le penseur néolibéral le plus connu du grand public, reprend ça explicitement de Burke. Ce qui compte, ce sont vraiment les règles constituées par la tradition d'une communauté particulière. Alors, ça amène à une autre batterie de critiques contre les droits de l'homme, qui est très présente en France d'ailleurs, où on craint la fin du politique. C'est-à-dire, elle prend la proposition, mais dans l'autre sens, Michéa dans l'autre sens, en disant, mais est-ce que ça n'affaiblit pas l'idée de la construction ensemble d'un destin collectif qui est bien au-delà du droit, qui est bien au-delà des droits individuels? C'est plutôt une mise, on met l'accent plutôt sur la citoyenneté et sur la nation, bien sûr. Oui, alors là ici, je crois que la critique ne s'attaque pas aux droits de l'homme en tant que tel, mais la thèse est la suivante. L'idée, c'est qu'au fond, au départ, au XVIIIe siècle, les droits de l'homme visent avant tout à constituer un État dans un cadre délimité. Donc, ils visent à instituer la citoyenneté, le peuple encore. Et aujourd'hui, nos droits humains contemporains, au contraire, ne travailleraient plus qu'à faire avancer les intérêts d'individus rétractés sur leur volonté propre. Et donc, on perdrait le sens du collectif. Et de l'intérêt général. Et de l'intérêt général. Alors, pourquoi cette thèse, elle me semble problématique? Je crois qu'il y a deux choses. S'il s'agit de dire que les droits de l'homme ne suffisent pas à définir une politique ou ne suffisent pas à épuiser le champ des alternatives politiques, je suis entièrement d'accord. Mais il me semble que opposer les droits du XVIIIe siècle aux droits humains contemporains, c'est oublier que dès le XVIIIe siècle, les droits visaient aussi à protéger
les individus. Il y a eu quand même une série de mesures importantes qui ont été prises. Il s'agissait de protéger les individus contre l'État qui était constitué. Et inversement, je crois que c'est resté aveugle aussi au fait qu'il y a aujourd'hui des mouvements associatifs, des nouvelles formes d'action démocratique et dont nous devons reconnaître Bien aussi sûr. la fécondité. Je veux dire, on nous dit beaucoup, ces associations ne se situent que du point de vue de leur intérêt particulier, ils ont perdu le sens de l'intérêt général. Mais enfin, Hayek disait exactement la même chose des syndicats. Donc il y a un moment, pourquoi la prolifération associative serait-elle forcément la perte du point de vue du collectif? Et puis, les associations, c'est une forme politique. C'est une forme politique, C'est une forme bien politique, sûr. c'est-à-dire c'est une forme qui porte au-delà de l'intérêt catégoriel, qui porte une certaine vision de l'intérêt général Oui. également. Mais disons que je crois qu'ils ont raison quand même sur un point, c'est que c'est vrai que les formes d'engagement ont changé. C'est vrai que nous n'avons plus un parti politique qui permet de vous encadrer, de donner un sens à votre existence, de la naissance jusqu'au tombeau ou à peu près. Les syndicats ne jouent plus le rôle unificateur qui était le leur. Mais il faut pas passer à côté des autres formes. Oui, bien sûr. Et puis il y a une difficulté de trouver la conflictualité dans nos sociétés démocratiques qui était plus facile lorsqu'elles étaient clairement territorialisées. Évidemment. C'est une partie des thèses marxiennes, on pourrait dire, sont à valider par la mondialisation. À partir du moment où il y a une délocalisation de la production en Chine ou ailleurs en Europe de l'Est, pour nous autres Français, où est la lutte des classes? Oui, et puis à cela s'articule peut-être un sentiment d'impuissance par rapport à des décisions politiques qui nous échappent de plus en plus. Exactement. Et c'est pas forcément un individu replié sur lui-même ou égoïste, mais c'est aussi un sentiment simplement de... Alors tout à fait, Justine Lacroix, c'est bien d'ailleurs peut-être le symptôme de ce discours, parce que on sent bien qu'il a quelque chose de nostalgique, quelque chose de vrai dans son attachement à la politique, Bien ou à sûr. des vrais que je partage en tout cas, mais on constate aujourd'hui la difficulté à faire de la politique comme ils l'entendent au niveau d'une nation, je dis bien d'une nation, où s'oppose un point de vue humanitaire, un point de vue sécuritaire, un point de vue identitaire, trois manières de contourner la politique finalement, parce que c'est trois évidences, mais ça ne fait pas une communauté politique. Ça ne suffit pas à faire une communauté politique. Et quand ils regrettent, au fond, ils nous disent que l'humanitaire ne suffit pas à définir une politique. C'est une autre façon de dire les droits de l'homme ne sont pas une politique. Je dirais, là, moi, je suis entièrement d'accord. Il est temps, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, de rouvrir le champ des alternatives politiques. Et c'est là peut-être que le bas blesse, parce qu'on ne sait pas comment faire, et c'est une partie de la crise. Mais est-ce que vous Justine Lacroix, est-ce que vous semblez assimiler sans sourciller humanitaire et droits de l'homme? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Mais je pense. Qu'est-ce qu'elle est la différence? En philosophie, si je puis dire, ou en théoricienne du politique, on aurait tendance à dire que une politique humanitaire peut être nécessaire à une politique des droits de l'homme, mais elle ne se substitue pas. Pourquoi? Parce que dans la politique humanitaire, au fond, il y a un acte qui consiste à donner à l'autre. Il y a un acte qui relève de la charité. Alors que les droits de l'homme et de la symétrie. Et donc, diront certains que je ne suivrai peut-être pas jusque-là, d'une forme de domination. Moi, je pense que des actions humanitaires, la charité, l'entraide, la charité est nécessaire pour permettre à des personnes de devenir autonomes. Mais disons que l'idée d'une politique des droits de l'homme, c'est qu'elle ne peut être revendiquée que par les acteurs eux-mêmes, ce qu'ils supposent qu'ils soient en possession d'une forme d'autonomie. C'est ça. Mais je veux dire, on a beaucoup reproché à la politique humanitaire, au fond, de réduire ceux à qui elle s'adressait, au fond, au rang d'objet, de les infantiliser et donc finalement de reproduire une forme de domination. Je trouve que le reproche est outré. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue que le but devrait toujours de permettre aux acteurs de devenir eux-mêmes autonomes. C'est ce qu'on a dit à propos de la guerre en ex-Yougoslavie. Finalement, l'Europe occidentale et les Occidentaux ne sont pas intervenus, n'avaient pas de projet politique pour les Balkans, n'avaient pas de ligne stratégique et du coup,
ne voulant pas ou ne pouvant pas faire de militaire, ils ont fait de l'humanitaire et du judiciaire. Oui. On protège les populations, le devoir de protéger, et on punit judiciairement les coupables, mais ça tient pas lieu d'une politique. Ça ne tient pas lieu d'une politique, mais je ne crois pas non plus qu'il faille aller en sens inverse, dire, parce que ça ne se confond pas avec une politique des droits de l'homme, que toute intervention humanitaire soit forcément délégitimée. Il faut pas. On est devenu très très méfiant par rapport à ça, sans doute aussi sous l'influence de la deuxième guerre d'Irak, qui a été évidemment une instrumentalisation complète de la rhétorique humanitaire. On est devenu très méfiant. L'intervention peut être légitime, mais en n'oubliant pas qu'on n'impose pas des droits de l'homme par la force, évidemment. Justine Lacroix, est-ce que vous n'avez pas remarqué, moi ça m'a frappé dans la lecture de certaines critiques très argumentées et d'ailleurs très intéressantes des droits de l'homme, on a l'impression que ce qui est dans le viseur, c'est moins les droits de l'homme que le droit tout court. C'est-à-dire de ce tiers terme qui vient s'immiscer dans des rapports de force. Et donc, ce qu'on ne supporte pas, c'est qu'on donne du crédit à une superstructure, auraient dit les marxistes. Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs éléments. Effectivement, souvent, ce qu'on perçoit, c'est pas seulement la critique des droits de l'homme, mais une forme d'hostilité aux droits. Oui, alors comment ça s'explique ? Je pense que ça s'explique par le fait que le droit est devenu aujourd'hui le principal idiome pour exprimer des revendications, pour exprimer n'importe quelle forme de revendication. Et il faut la formuler en termes juridiques. Il faut la formuler en termes juridiques. Si vous avez des enfants, vous savez qu'un enfant de 7 ans va vous dire, mais moi j'ai quand même le droit de regarder mon dessin animé. Un jeune va dire, moi j'ai quand même le droit d'aller au jeu. Alors même qu'ils n'ont pas ce droit. Et donc il y a une prégnance de la forme juridique sur tous les actes de la vie sociale. La judiciarisation de la vie collective en général. La judiciarisation de la vie collective et le fait qu'on n'arrive plus à appréhender des obligations qu'on puisse avoir les uns vers les autres ou des responsabilités qu'on puisse avoir vis-à-vis des autres, sinon en termes de droit. Et ça, là-dessus, il me semble que si vous voulez, cette prolifération du langage des droits est un vrai souci sur laquelle ils ont peut-être raison d'insister, on y reviendra, et on parle de droit de la nature ou de droit des animaux. Est-ce que c'est vraiment pertinent ? Je n'en suis pas sûre. Et puis il y a l'autre élément, il me semble, c'est que longtemps le droit contraignait des désirs. Aujourd'hui, le droit sert beaucoup à libérer, notamment on l'a vu au fond, sert de libération du désir et que ça peut gêner. Par exemple, Justine Lacroix, c'est le droit à l'enfant. J'ai droit à l'enfant, j'ai le droit à la maternité ou à la paternité. Oui, mais c'est un abus. Personne n'a droit à un enfant. Ce dont l'enfant on discute, a droit à des parents. À être éduqué. Il a le droit à une éducation. C'est ça. Je veux dire, si ses parents sont morts, ça lui fera une belle jambe d'avoir le droit. Il a droit à être pris en charge et à avoir une éducation, effectivement. Mais le droit à l'enfant, on l'a beaucoup agité, notamment au moment du mariage pour tous, en disant il n'y a pas de droit à l'enfant. Mais personne ne réclame un droit à l'enfant. Ce dont on discute, c'est de la possibilité d'ouvrir à tous les couples, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas hétérosexuels, l'accès à des moyens de procréation assistée. C'est pas la même chose que de dire qu'il y a un droit à l'enfant. Quelqu'un qui n'aurait aucun moyen, enfin qui accéderait aux moyens de conception assistée et qui irait devant une cour pour dire que ça n'a pas marché serait évidemment dégoûté. Justine Lacroix, continuons dans cette direction parce qu'il y a quand même des obstacles substantiels, notamment sur le projet éducatif, et le projet citoyen passe par une certaine frustration, passe par une certaine obligation, et donc la construction d'un citoyen, comme la construction d'un enfant, comme la construction d'un sujet qui est la finalité même par certains côtés de la démocratie, on ne cesse jamais de s'éduquer, elle risque d'être minorée, voire handicapée, voire obstruée par la revendication généralisée des droits. Oui, mais je crois qu'il faut peut-être séparer ce qui est de surface et ce qui est profond. C'est-à-dire, est-ce que le fait que les droits se soient effectivement imposés comme le langage privilégié pour exprimer un certain nombre de désirs, un certain nombre de revendications, alors même que ça ne renvoie à aucun droit reconnu, est-ce que ce phénomène-là de surface
est suffisamment important pour justifier une critique des droits de l'homme en tant que telle. Si vous expliquez à un enfant qu'il n'a aucun droit particulier à sortir ce soir voir ses copains, il vous comprend en 2 minutes. Je veux dire, il faut peut-être pas se laisser abuser. Mais par, au nom de quoi on peut frustrer des désirs dans une démocratie? Est-ce que nous ne butons pas une fois de plus, Justine Lacroix, sur une difficulté qui est propre et qui ne tient pas aux droits de l'homme, qui tient au fait que c'est de plus en plus difficile de mettre une borne, un obstacle au mais désir? bien sûr, mais alors là, et justement, on retourne au cœur de notre sujet. Moi, je crois qu'une grande partie des mots qui sont attribués aux droits de l'homme aujourd'hui sont en réalité les mots d'une société capitaliste, disons, dérégulée, fondée sur l'hyperconsommation et l'actisation permanente, l'éveil permanent du désir. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la logique des droits de l'homme. Et donc je comprends pas très bien, par exemple, comme pour revenir à Michéa dont nous parlait, qui a publié Notre ennemi, le capital, qui ne cesse de conspuer la logique consumériste dans laquelle nous vivrions. Pourquoi s'en prendre aux droits de l'homme plutôt qu'au capital, qui aurait peut-être besoin effectivement de droits et de limites et d'être mieux encadré pour résister à ce genre de phénomène. C'est moi le loup dans la bergerie que le bouc émissaire. Voilà. Toujours avec Justine Lacroix, matière à penser consacrée à la critique des droits de l'homme. Justine Lacroix qui avait choisi de nous faire entendre la mélodie hongroise de Schubert, interprétée ici par Alfred Brendel. C'est presque un crime contre la musique et contre le beau que d'avoir à interrompre Schubert. Mais enfin, ce sont les conditions de notre émission et dans laquelle Justine Lacroix dans laquelle vous insistiez sur cette difficulté d'imposer une barrière au désir dans une sorte de devenir un peu narcissique de nos démocraties. Alors justement, est-ce que une des difficultés des droits de l'homme ne tient pas, non pas à leurs principes, mais à leur illimitation, du moins apparente? Oui, alors là, effectivement, mais on ne peut pas renoncer à cette illimitation. En fait, c'est Claude Lefort qui a très très bien expliqué tout ça. Il disait au fond, le souci, enfin pas le souci, mais disons la force des droits de l'homme, c'est que ils ne sont jamais, on ne peut jamais les limiter strictement à une liste qui vaudrait une fois pour toutes, puisque les droits sont toujours, les interprétations des droits sont toujours appelées en soutenir de nouveau. Et en même temps, est-ce que de cela, il faut déduire que toute opinion, ou que tout désir, ou que toute revendication qui traverse la société doit être consacrée comme étant une revendication de droits de l'homme? C'était absolument pas ce que Lefort disait. Il disait, il faut un débat démocratique, il est impossible de savoir, de déterminer à l'avance quelles seront les revendications légitimes et celles qui ne le seront pas. C'est le propre de la démocratie. Mais c'est le propre de la démocratie que de le décider. Et on sait qu'il peut y avoir des retours en arrière. Je vais invoquer ce que disait Paul Ricoeur sur les droits de l'homme. Il disait, ça me gêne d'avoir à garantir quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que pour l'État, maîtriser un droit à la vie, ça je peux le faire en tant qu'État, en tant que gouvernant la police et l'usage de la force, de donner le droit à l'assistance d'un avocat, l'habeas corpus ou des droits même plus fondamentaux concernant quelque chose que détient l'État. Mais quand on parle de droit à la santé, alors que on ne peut pas promettre la vie éternelle, le droit au travail, alors que je ne décide pas, malheureusement, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos concitoyens, on ne décide pas de la création d'emplois. On verse dans une autre logique qui est nécessairement déceptive, Justine Lacroix, parce que on va promettre quelque chose que l'on ne peut pas tenir. Oui, en même temps, ce que vous voulez dire par là, c'est l'argument en fond consiste à dire les droits, libertés classiques, ceux-là sont relativement peu coûteux et peuvent être on peut les garantir, contrairement aux autres qu'on ne peut pas garantir. Oui, mais enfin ils ont aussi un caractère. Alors, à ma connaissance, le droit du travail n'est pas directement exigible, effectivement, devant les tribunaux. Mais il est formulé comme ça, il est formulé comme un droit de l'homme.
Oui, mais ça Ou veut le dire... droit à un environnement sain, Oui. qui sont des droits de la 3e génération. Et je ne m'en moque pas, mais je constate que, à force de généraliser, d'étendre la nomination de ces droits comme des droits de l'homme, on risque d'affaiblir le cœur, et le cœur qui est très menacé aujourd'hui d'ailleurs, qui est le cœur des droits des droits d'aller et venir, du droit à la vie, etc. Oui, alors, je pense que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je pense effectivement, si on relit par exemple le texte de la Déclaration de 1948, bon, c'est un document socialiste. On est en pleine, enfin oui, quasiment, oui, on est en pleine construction. Il fallait le faire parce que c'était une exigence des soviétiques pour signer. C'était une exigence des soviétiques pour signer, mais on voit très bien qu'on est aussi en pleine période de construction de l'État-providence. C'est une autre époque. Je veux dire, aujourd'hui, on n'aurait plus aucune chance, et peut-être qu'on peut le regretter, de faire signer un texte pareil qui énonce effectivement une série de droits. Mais je crois que ce qui reste, au fond, c'est l'idée qu'une société doit quand même viser à vous donner les moyens de votre autonomie et les moyens de votre liberté. Et que la liberté de participer au gouvernement, ou la liberté d'aller et de venir, ou la liberté d'expression, si vous êtes réduit à un état de précarité extrême, ou vous êtes dans la lutte pour la survie, ce n'est pas possible. Alors, est-ce que ça doit être forcément... Et donc, ça renvoie, parce qu'il y a toujours évidemment dans les droits de l'homme un aspect déclaratoire. Ça renvoie Bien aussi sûr. à d'affirmation d'un idéal, une volonté d'affirmation d'un idéal. Mais Justine Lacroix, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté qui n'est pas résolue par ses détracteurs d'ailleurs, mais qui est soulignée et qui me semble très consistante, c'est d'affirmer des droits sans contrepartie. Et d'ailleurs, c'est tout à fait contraire à l'idée de citoyenneté. Ce qui constitue un sujet de droit, c'est quelqu'un qui est à la fois détenteur d'un certain nombre de créances et en même temps d'obligations à l'égard de l'État. Et c'est une véritable difficulté. C'est-à-dire que on ne sait pas aujourd'hui, on sait moins, c'est une question que je vous pose, encore une fois, Justine Lacroix, formuler les obligations et formuler cet attelage, c'est pas ce compromis, mais ce contrepoids du bénéfice de droit par des obligations politiques citoyennes. Oui, mais enfin, il me semble que c'est une remarque d'abord qui vaut aussi bien pour les droits civils que pour les droits sociaux et économiques. Absolument. Quand vous avez le droit à la liberté d'expression, la liberté de circulation, on ne voit pas très bien quelles sont les obligations qui sont corrélées. Et puis surtout, moi, j'ai presque le sentiment... Je vois bien votre objection, mais je rajouterais que ce qui me frappe aussi, c'est qu'il nous est très difficile d'envisager aujourd'hui que nous puissions avoir des responsabilités et des obligations fortes, alors même qu'il n'y aurait pas de droit d'un sujet en face, si vous voulez. Bien sûr, mais ça, Justine Lacroix, le chat se mord la queue, parce que finalement, le reproche pour les dire de manière un petit peu vulgaire, c'est de dire le citoyen de nos démocraties est un enfant gâté, qui prend mais qui ne donne pas. Pourquoi prend-il et ne donne-t-il pas? Parce que il revendique des droits pour lui, pour en jouir. Et d'ailleurs, le terme du droit est extrêmement explicite, pour en jouir, et pas uniquement en bénéficier, et en même temps, baisse de la participation électorale, baisse du militantisme, baisse d'une manière générale de la contribution à l'intérêt général, où on voit les gens beaucoup plus frileux, beaucoup plus sur leur quant à soi. Ils ont beaucoup de raisons pour, mais je constate. Oui, mais moi je vois pas vraiment le lien entre ces phénomènes qui me paraissent être d'abord et avant tout liés à des transformations sociales et économiques, au fait que les gens sont impliqués dans des existences quotidiennes qui leur laissent relativement peu de temps. Enfin, ça c'est pas nouveau pour la participation aux affaires publiques. Je ne vois pas. C'est quand même la démocratie du clic, c'est-à-dire que du like. C'est-à-dire qu'il y a une chose est d'aller passer son samedi après-midi à manifester ou aller à la soupe populaire, que de mettre un like sur son portable. Je vais reformuler ma question différemment parce que elle me semble tout à fait d'actualité à propos des migrants. Les migrants lancent un défi politique, mais aussi intellectuel aux juristes,
parce que on revendique en leur nom, à juste titre, je le dis en ce qui me concerne, le droit à l'hospitalité. Mais Oui. c'est pas que le droit à l'hospitalité, c'est dans quelle mesure on est capable de leur exprimer quelle sera la contrepartie de la vie chez nous, qui est une vie qui a par certains côtés beaucoup plus plaisante et confortable que chez eux, et qui en même temps est une vie difficile, parce que toute la vie en démocratie est difficile, elle est incertaine, elle est pleine de compétition, de rivalité, de struggle for life. Alors, si votre l'idée que vous avez derrière la tête, c'est que l'accueil ou l'hospitalité des migrants devrait se faire, je dirais pas au prix, mais grâce, puisque je trouve que c'est un bénéfice, à l'apprentissage de la langue du pays d'accueil, l'inculcation des normes, notamment en des termes valeurs démocratiques des valeurs et des normes démocratiques qui prévalent, notamment en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, de séparation de l'Église et de l'État. Je vous suis, mais à 100%. Bien sûr que leur accueil doit être coloré à un certain nombre d'obligations, mais il me semble que je connais pas la situation de la France très précisément, mais enfin qu'il y a quand même des contrats qui ont été mis en place ou des plans d'accès à la citoyenneté ou d'apprentissage de la citoyenneté. Là, je vous suis à 100%. Maintenant, si ça devient un prétexte pour leur demander d'adhérer à une identité particulière, au nom du fait que chez nous on fait comme ça et on fait pas comme ça devient très différent. Donc je me méfie des instrumentalisations qui peuvent avoir lieu, mais évidemment que la citoyenneté est corrélée à un certain nombre de devoirs. Évidemment que le phénomène du séparatisme généralisé qui se marque notamment par l'exil fiscal, par le fait que au fond ou par l'abandon. C'est ce que j'appelle l'enfant gâté. Oui, en même temps, c'est aussi dans des situations. Alors, certes, peut-être pas dans le cas de l'exil fiscal, mais je sais par exemple, je crois que François Dubé prenait l'exemple de ses collègues qui sont tous d'accord pour réclamer l'égalité des chances et qui en même temps vont tous inscrire leurs enfants dans le privé. En même temps, on est aussi dans une situation où chacun essaye de sauver sa peau. Bien sûr. Oui, et donc il faut aussi un peu d'empathie et de compréhension. Tout à fait. C'est pas seulement un individu égotiste, c'est aussi quelqu'un qui lutte pour s'en sortir. C'est une critique qui est adressée aux droits de l'homme, de dire la France n'est pas née sous X, hein, c'est-à-dire qu'elle a des traditions, elle a une histoire, et il faudra toujours tracer cette limite entre ce qui est une culture, finalement la culture de chacun, et ce qui est qui constituent des représentations partagées qui font qu'on vit ensemble en bonne intelligence. Oui, mais disons qu'on ne peut pas se baser uniquement sur les droits de l'homme, mais les droits de l'homme sont une boussole, si vous voulez, qui permettent aussi de faire le tri entre les traditions qui sont acceptables, que nous pouvons accepter, et celles que nous pouvons refuser. Peu importe ce que prescrit telle et telle tradition, mais je n'aime pas trop l'idée d'un choc entre les valeurs de la société française et d'autres valeurs. Moi, plutôt, passons-les au crible des principes à portée universelle qui sont dans la Déclaration. Est-ce que on n'est pas mis en demeure? Est-ce que honorer les droits de l'homme aujourd'hui nous met pas en demeure d'inventer un nouvel individualisme, un individualisme qui soit plus productif, j'allais dire, pour la chose publique, Justine Lacroix. Oui, là vous touchez un vrai souci intellectuel aujourd'hui, c'est que l'individualisme il est conspué partout, hein, donc et notamment par ceux qui se prétendent contre les droits de l'homme. Oui, mais alors même ceux qui les défendent vont dire mais on n'est pas individualiste, ce n'est pas de l'individualisme. Donc tout le monde conspue l'individualisme. Moi, ce qui me chagrine un peu quand je pense à l'éloge que faisait Jean Jaurès, par exemple, de l'individualisme, ou même chez Marx, Karl Marx, qui disait que ce que visait le communisme, c'était le développement de l'individu libre dans toutes ses potentialités. Et donc, je trouve qu'en fait, on devrait se réapproprier cette notion d'individualisme, mais vraiment pour expliquer que la figure
culture néolibérale, c'est un modèle dévoyé de l'individu. C'est l'individu entrepreneur. C'est l'individu entrepreneur. C'est pas l'individu propriétaire de soi comme dans le libéralisme classique, et c'est encore moins l'individu autonome comme dans la pensée social-démocrate ou dans le libéralisme social. L'individu qui dispose de la plénitude de ses moyens pour développer toutes ses potentialités. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ces trois figures que vous identifiez, Justine Lacroix, c'est qu'il y a résumé le 19e, le 20e et le 21e siècle. Oui. Le sujet du 19e siècle, c'est le propriétaire, c'est celui qui a accès, une des classes entières qui ont accès à la propriété, notamment foncière. Mais parce que la propriété était conçue aussi comme la condition de l'autonomie individuelle. C'était pas seulement chez Locke, c'est le fondement des droits de l'homme. Oui, mais c'est pas seulement la défense d'un intérêt de classe. C'est aussi l'idée que sinon on va être soumis à la domination de ceux qui sont propriétaires si on ne l'est pas soi-même. C'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'assiste pas, et c'est là toute la difficulté, Justine Lacroix, de repenser les droits de l'homme à nouveau frais dans un monde mondialisé, comme disent les inconnus, c'est-à-dire un monde dans lequel, précisément, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Et nous sommes, alors je pense, on a des migrants, on en a déjà parlé, mais je pense également au numérique, où on sent bien que les choses sont en train de changer, et cette idée d'un individu à la fois tout puissant et impuissant, comme celui que nous ressentons être devant un écran, est-ce que ce n'est pas un nouveau défi pour les droits de l'homme? Oui, je crois que c'est surtout un nouveau défi pour nos démocraties qui n'est pas suffisamment pris en compte dans tous ces débats intellectuels autour des droits de l'homme. C'est effectivement le fait que, notamment Internet renforce très très fort les communautés de semblables. Alors, c'est toujours été le cas, on lisait plus ou moins les mêmes journaux entre mêmes milieux sociaux. Mais la fragmentation a progressé. La fragmentation est absolument extraordinaire. Si vous communiquez ou si vous ne vous informez plus sur l'actualité qu'à travers Facebook, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas le temps, vous n'avez que l'information de ceux qui vous ressemblent et qui pensent plus ou moins comme vous. Ce qui est un vrai souci, évidemment, pour se poser la question de la collectivité dans son ensemble. Beaucoup plus important que la question de savoir si les individus ne sont cramponnés qu'à leur individu propre à mon sens. Parce que c'est l'échange qui fait la démocratie. Claude Lefort insistait beaucoup là-dessus, et c'est l'échange, confrontation d'idées contradictoires. Alors là, on a un homme sans confrontation. Moi, je veux pas avoir l'air d'une ringarde qui tape sur Facebook pour le plaisir. Ça permet certainement des tas de choses intéressantes, mais enfin, on constate que les gens ne parlent qu'entre convaincus. Dialoguent très très peu entre eux. Et donc il y a peu de débats contradictoires. Or, justement, le propre de la démocratie, effectivement, pour renvoyer à Claude Lefort, c'est d'être une société divisée, une société qui se nourrit d'un conflit perpétuel. Une société divisée. Est-ce que la division, et c'est très intéressant que vous citiez Claude Lefort, parce que Claude Lefort pensait dans le monde ancien, dans lequel il y avait une division parce qu'il y avait un territoire, parce qu'il y avait une communauté, un territoire commun. Aujourd'hui, est-ce que les droits de l'homme ne sont pas guettés par un clivage, c'est-à-dire dans lequel on va assister à une augmentation des droits pour certaines catégories de la population et à des zones de non-droit, comme on vient de dire pour les migrants par exemple, mais on pourrait ajouter Internet, le numérique, qui est aussi une forme de zone de non-droit dans lequel il n'y a pas de régulation juridique, et donc parlons encore moins de droits de l'homme. Oui, c'est sans doute une très grande source d'inquiétude aujourd'hui, c'est l'idée qu'on verrait se constituer au fond une coupure de plus en plus grande entre les nantis, c'est-à-dire nous, qui sont relativement extrêmement qui jouissent d'une panoplie de droits comme jamais personne dans l'histoire avant eux. Moi, en tant que femme vivant en 2018, je crois personne n'a eu jamais autant de droits d'épouser qui il veut, de ne pas se marier, d'avoir un enfant toute seule, d'avorter comme si le cas se présente. Enfin, je veux dire, les droits dont nous jouissons et de voyager dans tous les pays du monde, voilà. Et puis une profession relativement protégée. Et puis effectivement, il y a de plus en plus, on voit ces zones de non-droit. Et vous pouvez côtoyer dans le métro quelqu'un qui n'a pratiquement pas de droit. Oui, et qui nous renvoie, qui n'a pratiquement plus aucun droit, notamment en raison de la crise ou du droit d'asile. Et on voit ressurgir à la faveur des migrants les analyses d'Hannah Arendt sur, disait-elle, ces sans-droits. Elle disait le premier droit
celui qui ouvre à tous les autres, c'est l'appartenance à une communauté politique. D'avoir une place dans le monde. Une place dans le monde. On pensait qu'on avait réussi à déjouer, au fond, ce pronostic grâce à un certain nombre de conventions internationales. On voit ressurgir cette figure du sans-droit. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, Internet, alors là, c'est hors de mon champ de compétences, mais il semblerait, vous savez sans doute mieux que moi, qu'il y a c'est le lieu d'atteinte à la liberté d'expression ou à la vie privée qu'on parvient de plus en plus mal à réguler, sans même parler de l'entreprise. Bien sûr. Sans même Bien parler sûr. Et ça serait le paradoxe des droits de l'homme, c'est que finalement, leur marche n'est pas tellement troublée, mais elle se fragmente et elle coexiste avec un retour de l'état de nature, pourrait-on dire. Retour de l'état de nature. Et donc justement, c'est pour un retour de l'état de nature dans certaines, disons, peut-être zones géographiques et zones de population, ou groupes de population précis. Et donc, c'est ça peut-être qui me gêne le plus dans les critiques des droits de l'homme dont on a parlé tout à l'heure. Dans quelle mesure elles ne se focalisent pas trop sur la figure du bourgeois blanc français mâle ou même femme. Moi je veux bien mettre je veux dire, je le disais il y a un instant, moi je veux dire, je n'ai jamais aucune femme avant nous n'a joui d'une telle panoplie de droits, en oubliant qu'effectivement ces acquis vont de pair avec de grandes zones de sans droit. Et Justine Lacroix, quand même, les droits de l'homme n'ont plus le vent en poupe, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, ils n'ont une ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme, la Belge Françoise Tulkens, disait récemment à la radio, les droits de l'homme n'ont pas la cote. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ils sont un peu. Et alors, ça sera ma dernière question, mais quel avenir vous voyez dans on a parlé de fragmentation, on a parlé de délimitation en même temps, ce qui est paradoxal. Comment vous voyez l'avenir de cette idée, cette grande idée, j'allais dire, de droits de l'homme? Je crois qu'il y a un travail extrêmement important qui doit être fait. D'une part, peut-être pour répondre aux critiques et leur montrer qu'ils se trompent de problème. Ils se trompent de coupable, ils se trompent de colère. Ils n'ont peut-être pas tort sur les symptômes qu'ils décrivent, mais à mon sens, ils se trompent de coupable et ils risquent, à pointer les droits de l'homme, d'accréditer au fond ou de donner du grain à moudre à des gens dont ils ne partagent pas du tout les idées, mais qui eux conspuent les droits de l'homme très directement. Et puis après, je crois qu'il y a un gros travail à faire pour savoir, au fond, comment adapter notre discours des droits de l'homme, comme vous disiez, aux mutations du numérique, aux transformations anthropologiques, et puis à la situation, effectivement, d'une politique qui est de plus en plus détérioralisée. Sans même parler du changement climatique, qui va imposer de repenser des instruments comme la Convention de Genève. Donc je crois que le chantier est absolument gigantesque. Eh bien, vous dressez là un vaste programme. En tout cas, merci beaucoup, Justine Lacroix. Merci, Antoine Garapon.